Bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission Angle de vue. Ce numéro donc se consacre à une problématique encore taboue au Bénin, les erreurs médicales du généraliste qui n'effectue pas le bon diagnostic jusqu'aux négligences graves aux urgences ou au bloc opératoire. Ces erreurs concernent tout le corps médical. Eh bien, des fautes qui peuvent coûter la vie, laisser les patients handicapés ou affectés dans leur quotidien. Mais tout se passe dans une opacité absolue, un véritable clair-obscur. Pour nous aider à décortiquer le sujet, nous aurons donc deux invités dans ce studio. Il s'agit donc de Adrien Ronsa, président de l'ONG Gazvi, une ONG qui œuvre pour la protection des droits des usagers des centres de santé et assimilés, et la protection des soins de santé au Bénin. De formation, eh bien, il est infirmier diplômé d'État, juriste, entre autres. Et puis nous aurons également en face de lui Séraphin Guédégbé, il est président de l'Ordre national des médecins du Bénin. La mission donc de cet ordre est de faire vivre la déontologie médicale. Chirurgien de formation, nous y reviendrons dans quelques instants. Mais avant, voici déjà le Flash Info. Le nombre d'adultes souffrant de diabète a explosé dans le monde en 35 ans, passant de 108 millions en 1980 à 422 millions en 2014. La progression fulgurante de la maladie s'explique par les habitudes alimentaires et le mode de vie, selon l'OMS, qui recommande une activité physique régulière et moins d'aliments sucrés. Des chercheurs ont créé aux États-Unis une nouvelle souris transgénique permettant de tester des vaccins et antiviraux expérimentaux contre le virus Zika, selon leurs travaux publiés mardi. Ce qui devrait permettre d'accélérer les recherches pour combattre ce virus fortement soupçonné de provoquer chez l'humain la microcéphalie du fœtus en développement. Les Djiboutiens ont commencé à voter ce vendredi pour choisir leur président. Ismaël Omar Guelleh, le chef de l'État sortant, est presque certain d'être réélu à la tête d'un pays qu'il dirige depuis 1999. Et voilà, c'était donc le Flash Info pour cette édition de l'Angle de vue. Je vous le disais tantôt, nous avons dans ce studio deux invités. Adrien Ronsa, bonjour. Bonjour madame. Alors je rappelle que vous êtes président de l'ONG Gazvi. Oui, et vous l'avez fait et la présentation était au complet. Et la seule chose à compléter, c'est que je suis titulaire d'un diplôme de 3e cycle en administration et gestion des hôpitaux au CESAG. Au moment où on faisait des émissions, j'étais seulement maîtrisard, mais j'ai fait un plus après. En dehors de ce complément, je n'ai plus de complément. Évidemment, ça peut étonner, hein, madame, que quelqu'un de la santé, j'ai fait 20 ans au pied du lit du malade, que quelqu'un de la santé, disais-je, puisse se lever pour aller créer une ONG qui va lutter pour assainir le milieu, oser affronter les agents de santé indélicats et lutter pour la cause du malade. C'est parce que la chose paraît vraiment indigne humainement, car les malades ne perdent pas leurs droits de citoyens parce qu'ils sont simplement malades. Tout en étant malade, on a son droit de citoyen. Très important. Alors, face à vous, nous aurons donc le docteur Séraphin Guédégbé également dans ce studio, président de l'Ordre national des médecins. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis très heureux que vous m'ayez invité. C'est pourquoi, malgré toutes mes nombreuses préoccupations, j'ai essayé quand même de répondre. Merci de m'avoir invité. C'est nous plutôt. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet tout de suite en faisant déjà la typologie de l'erreur médicale. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Bien. Erreur. Le mot erreur veut dire tout. Sans être médecin, quel que soit le secteur où on se trouve, lorsqu'on parle d'erreur, c'est quelque chose qui est commis involontairement. Par contre, lorsqu'on dit faute, la faute peut être commise volontairement ou involontairement. Je mets ces deux notions en parallèle pour vous montrer que, selon moi,
en tout cas selon ma conviction, le mot erreur est bien à sa place. C'est ça. Il sera très difficile de rencontrer un médecin qui aille volontairement faire du mal à son patient. Et quand on parle de négligence, alors? La négligence, très souvent, ça c'est encore une autre notion très importante, où il est fatigué, où il a perdu son contrôle, où quelque chose s'est passé, c'est souvent involontaire, hein, la négligence. Parce que je suis chirurgien, lorsqu'il m'arrive d'oublier, il ne m'est pas encore arrivé, un instrument dans l'abdomen est fermé, ça ne doit pas être volontaire, ça. Mais les gens diront négligence. C'est pas pourtant vrai. On verra en tout cas au cours de cette émission, tout au long de l'émission, puisqu'il est prévu qu'on ait des témoignages, on verra toutes ces formes-là qui interviennent dans le monde médical. Vous aurez au fur et à mesure à donner donc votre avis par rapport. Alors, quand est-ce qu'on parle d'erreur médicale? Quand est-ce qu'on dit sur un patient, il s'est passé un phénomène qui atteste de ce qu'il s'agit d'une erreur médicale? Qui est habilité? Alors, qui est habilité? Je commence par là. Il n'y a que le spécialiste qui est soit habilité à dire qu'il s'agit d'erreur ou pas. C'est là un peu la difficulté. C'est le spécialiste qui a fait l'erreur et c'est encore le spécialiste qui doit encore dire qu'il y a erreur, qui doit contrôler. Mais l'erreur peut avoir beaucoup de sources. Ou vous êtes quelque part où le plateau technique ne vous permet pas d'aller au bout de votre diagnostic. Là, il reste à savoir si c'est une erreur volontaire. Ce n'est pas volontaire dans ce cas. Ou, malgré tout ce que vous avez fait, le métier même est tellement complexe que, quand bien même vous avez tous les instruments d'investigation en place, vous n'êtes pas arrivé et vous avez le contraire de ce que vous aurez souhaité. On parle d'erreur, mais moi je reste sur ma faim. Est-ce que c'est vraiment une erreur dans ce cas? Lorsque vous avez tous les moyens en place et vous avez tout fait, vous n'êtes pas arrivé à bout. Qu'est-ce qui prouve qu'on a tout fait? Non, j'ai dit lorsque vous avez tous les moyens, que vous devez franchir toutes les étapes et vous avez tout franchi. Pourtant, le résultat n'est pas au rendez-vous. Là, ce n'est pas une erreur. Comment est-ce qu'on peut appeler ça en ce moment? Nous appelons ça, dans nos classifications, des causes idiopathiques. Ça devient compliqué pour le patient. Idiopathique, c'est-à-dire l'hypertension, par exemple, dont vous entendez parler souvent. Absolument. On vous en dit qu'il y a des origines cérébrales, cardiogéniques, tout ce que vous voulez. Mais dans les classifications, il s'est glissé un autre mot, d'origine idiopathique. C'est-à-dire, on a cherché, on n'a pas trouvé. Donc, ça veut dire peut-être que ce sont nos connaissances qui sont limitées dans le temps. Peut-être que plus tard, on arrivera à trouver. Alors, Monsieur Adrien Oussa, si on vous demandait de faire un peu l'état des lieux des erreurs médicales au Bénin, votre structure a eu à faire des enquêtes, vous détenez des chiffres, vous détenez des statistiques, vous avez recueilli des plaintes. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Je complète un peu ce que le Dr Guédégoui a dit, pour dire que c'est difficile de cerner le mot erreur parce que c'est celui qui commet l'erreur qui doit l'apprécier encore. Puisque au bloc opératoire, c'est comme un couvent. Ça ne se fait pas à la place publique. Et quand le médecin n'est pas franc pour se reconnaître être en faute ou bien avoir commis l'erreur, vous ne pouvez pas fouiller. C'est là où les investigations deviennent difficiles. Cependant, dans les pays de grande civilisation, de droit, ils avouent leurs erreurs et ça se résout plus facilement. Maintenant, du point de vue de la question fondamentale qui est posée, je voudrais dire qu'il y a eu beaucoup de fautes médicales, beaucoup d'erreurs médicales. J'entends médicales et paramédicales. Et ce que je n'ai pas beaucoup aimé, c'est que moi, Adrien Oussa, c'est ONG. Et l'ONG n'est pas un syndicat, n'est pas n'importe quelle association de société civile. Voilà. L'ONG découvre, apporte une contribution en informant le supérieur qu'il y a telle situation, voici les propositions de sortie de crise.
Mais curieusement, je ne m'entends pas avec mon ministère de tutelle jusqu'à la retraite parce qu'on croit qu'il est venu mettre à nu ce qu'il n'aurait jamais connu s'il n'était pas dans le corps. Bon, améliorer le travail pour que le malade et même le soignant soient heureux, satisfaits d'avoir accompli leur mission, où est la faute qui est là? Il n'y a pas de faute. Mais les gens ont trouvé ça comme une faute. C'est ça que je trouve, c'est bizarre. Donc, j'ai écrit, il y a une dernière lettre que j'ai écrite qui est restée sans suite. Ça, c'est mon ONG. Cette lettre date de plus de combien là? Depuis le 19 août 2014. Pour signaler une dizaine de cas d'erreurs commises ayant entraîné la faute et la mort. Les cas sont connus. Il n'est pas possible qu'une aide-soignante ouvre un cabinet de soins et accouche les gens. Mais dans un cabinet quelque part, où je ne sais pas comment je peux l'appeler, à Dogbo, une petite fille ouvre et il y a au moins une douzaine de femmes qui meurent là, alors qu'on dit on ne doit plus donner sa vie en voulant aller mettre au monde un enfant. Perdre sa vie en donnant la vie. Voilà. Bon, ça c'est un cas. Il y a un autre cas, la personne est diabétique. Le souci de gagner de l'argent et le non-contrôle de ce que nous faisons dans les formations sanitaires, ça fait qu'on lui place un sérum glucosé. Ça aggrave sa situation, il meurt. Il y a des lieux où certains ont peur de recevoir les soins et on leur interdit de venir prochainement s'ils doivent dicter la conduite à tenir. Mais le malade qui vient, qui a des inquiétudes, notre rôle c'est de le calmer, de l'apaiser, de causer avec lui, de le mettre en confiance. La médecine ne date pas d'aujourd'hui, ça date du temps de la civilisation grecque. Donc, il y a ces formes de gens que l'on a formés au niveau surtout des paramédicaux en abondance, près de 800 élèves dans une classe. Comment on peut les encadrer? C'est ça. Il n'y a pas le suivi qu'il faut. Il n'y a pas le suivi qu'il faut et ne pas faire un stage pratique sur des malades ou des cas. C'est ça. Et là, celui-là, par exemple, il s'habille, il porte la blouse, on ne peut pas lui dénier le fait qu'il soit infirmier ou sage-femme ou quoi que ce soit. Donc, les gens qui ne savent pas là où on place le garrot pour pouvoir prendre la veine. Celui-là, il existe, son nom existe, les documents l'attestent, mais on va dire quoi? C'est dommage. Alors, Monsieur Docteur Guédégbé, Monsieur Adrien Oussa vient de donner un exemple, par exemple, quelqu'un qui arrive dans un centre sanitaire et qui signale qu'il est donc diabétique et à qui on administre un sérum glucosé. Est-ce que c'est une erreur médicale, selon vous? Alors, mon intervention va d'abord porter sur un aspect qu'il a révélé. Si quelqu'un qui n'appartient pas à un corps crée un ONG concernant la santé, je crois que cette ONG est vouée à l'échec. Il faut un agent de santé qui connaisse bien le milieu pour créer votre ONG. Donc, vous êtes à votre place. Vous connaissez le milieu dans tous ces hauts et bas. Donc, c'est quelqu'un comme vous qui doit créer l'ONG en question. Merci pour la reconnaissance. Première intervention. Deuxième intervention, cette histoire de sérum glucosé à un diabétique, ça m'a toujours fait sourire un tout petit peu lorsque j'en entends parler. Mais lorsque le patient diabétique arrive avec le coma acidocétosique, comme nous le disons, souvent, ils ne sont pas à même de dire leur état. C'est ça. Et quand nous avons un coma, quelle que soit l'origine, le premier réflexe, c'est de prendre d'abord l'abord veineux et, si possible, de prélever en même temps pour les examens essentiels. Lorsque vous prélevez et les examens, en attendant que ça arrive, vous prenez la veine, très souvent, c'est le glucosé que nous prenons. Le médecin le plus averti prend un glucosé à très faible dose. Cela parce qu'il y a manque d'informations, la personne même n'est pas consciente pour vous dire « je suis ci, je suis ça ». Vous n'êtes pas accompagné. Vous n'êtes pas accompagné. Mais très souvent, je dois vous dire que quand bien même il s'agit d'un diabétique connu, le problème c'est que nous abordons toujours avec le glucosé. Ça peut être un coma hypoglycémique
Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Là, il a besoin, celui-là, plutôt du sucre. Et il faut même prendre le G10 et même pas le G5. Parce qu'il aurait abusé de son insuline ou il n'a pas fait les bilans adéquats avant de prendre l'insuline en ce moment-là. Bref, il appartient toujours au corps médical et à la population elle-même d'avoir un peu de retenue devant ces critiques. Parce que très souvent, nous ne sommes pas fous. Et comme il a dit, c'est souvent du côté des paramédicaux, qui ne sont même pas paramédicaux très souvent, parce que même le paramédical n'est pas si bête que ça, il sait, il a reçu la formation. C'est souvent des gens improvisés dans nos sociétés-là qui font les erreurs en question. À l'hôpital, lorsque vous voyez mettre un glucosé, ce n'est pas forcément une faute. C'est ça. Mais ce glucosé qui conduit le patient à la mort, comment analyser? Ce n'est pas évident que ce soit ce glucosé qui les conduit. C'est-à-dire que nous n'avons pas la certitude de son état. Donc il ne faut pas prendre un fort glucosé, il faut prendre un glucosé à faible dose. Donc il se pose un problème de dose, justement. Parce que le personnel de santé peut se tromper et lui administrer... Je vous dis souvent que lorsque nous prenons l'abord veineux, généralement nous prenons avec du glucosé 5%. S'il arrive, après le résultat que tu as prélevé, que tu es en erreur, tu te rattrapes. Mais ça peut arriver. Si on peut encore attraper. Oui, si on peut encore attraper. Mais très souvent dans notre déontologie, c'est que nous commençons avec un 5%. Le sérum physiologique, le salé dont on parle, ce n'est pas toujours avec ça que nous commençons. Parce que tu ne sais même pas l'origine du coma. Il peut être un hypertendu. Il peut être un coma intoxication, coma hémorragique ou tout ce que tu veux. Monsieur Adrien Oussa veut réagir peut-être? Je vais réagir simplement pour dire au docteur Guédébé que nous sommes dans un domaine assez complexe, mais mal organisé. Oui. Si vous dites de go qu'un diabétique peut recevoir le sérum glucosé, c'est en milieu essentiellement hospitalier, où le docteur maîtrise le malade et sait quand est-ce qu'il faut arrêter, quand il ne faut pas arrêter. Sinon, les gens du bas peuple, ceux-là qui ne connaissent pas le b.a.-ba, et que parce que mon propre frère a sa femme qui est victime de ça. Elle est venue dans un hôpital, le temps que son enfant aille lui chercher le pain, parce que dans la précipitation, elle a oublié un pain là, elle en a besoin, le temps que sa fille aille à Calavi là pour chercher le pain, elle est venue retrouver sa mère cadavre. Parce qu'elle est diabétique avec un taux de sucre suffisamment élevé pour qu'on le place ça. Au moment où vous parlez d'abord veineux, si vous avez complété que il faut contrôler son taux de sucre pour savoir si c'est hypo ou si c'est hyper, pour savoir à quelle conduite tenir. Si ce n'est pas que le CNHU aussi est devenu un gros dispensaire de village, les vrais malades connus diabétiques qui ont besoin d'être pris de façon spécifique là, ne devraient pas, et ne devraient pas être dans les petits dispensaires où on dit je suis fatigué un peu, on dit il faut lui passer du sérum glucosé pour lui donner la force. Alors qu'il peut, comme il le dit, être en train de faire une hypoglycémie. Absolument. Et ceux qui font hypoglycémie prennent des morceaux de sucre pour se retaper un peu, etc. Même en étant diabétique. Oui, même en étant diabétique. Donc, la question de glucosé, de diabète là, il faut essayer de serrer un peu, sinon les gens vont nous fabriquer encore beaucoup de cadavres. C'est un peu mitigé. Alors, si vous le voulez bien, nous allons voir à présent un élément témoin. C'est une dame qui a été victime, pas d'une erreur médicale, mais plutôt d'une négligence médicale dans une maternité. Alors, si la technique est prête, nous voyons tout de suite le témoignage. Alors, chaque fois que je commence par réfléchir ou bien à penser encore à cette période douloureuse, ça me donne des frissons. Ça est arrivé lors de mon dernier accouchement. Je m'étais déjà rendue à la maternité, mais il s'est fait que j'étais en plein travail, entourée de plein de sages-femmes qui piaillaient. On en était là de 23h jusqu'à minuit, 1h, 2h. À un moment donné, après avoir bavardé, discuté des feuilletons,
de ce qu'elles ont mangé la veille à la maison, de ce que leur mari a fait de part et d'autre. Toutes les sages-femmes ont commencé par dormir. Et à un moment donné, j'ai dit, mais le bébé va sortir. Personne n'est là. Tout le monde dort. Tout le monde dort. Et puis, je souffrais tellement que le bébé est sorti. Et c'est la plus âgée ou bien la plus ancienne du groupe qui s'est réveillée vers 2h30 et dit, réveillez-vous, réveillez-vous. Le bébé est sorti, le bébé est sorti. Et le temps de venir, je vous jure, le bébé est sorti. Et elle a eu juste le temps de venir récupérer le bébé, sans l'aide de personne. Malheureusement, quelques minutes après, le saignement a commencé. Un saignement qui m'a conduit au bloc. Et après, on me dit que c'est parce que le col ou l'utérus ou je ne sais pas quoi est déchiré. Et les gynécologues, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Le lendemain, je me suis réveillée et là, le gynécologue me m'est arrivé. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et elles ont commencé par donner des raisons. Et immédiatement, il leur a donné une demande d'explication. Et il dit ceci, je ne peux pas comprendre. Comment est-ce que vous ne pouvez pas surveiller la dame et elle va accoucher seule? Vous êtes là pourquoi? Et effectivement, il lui a donné une demande d'explication. Mais après la sortie du blog, je vous jure, pendant 1 mois, je ne me suis pas retrouvée. Des malaises par ici, des malaises par là. Bref, ça a été une période vraiment, vraiment regrettable de ma vie. Et bon, comme nous sommes en Afrique, après c'était des excuses. Hein? C'était des excuses de la part du personnel de l'hôpital, des excuses, madame, vous savez, ça arrive, mais heureusement, Dieu est avec nous. Donc, j'ai pris ça comme ça. Je me suis dit, heureusement qu'il y a un Dieu, sinon, personne ne sait ce qui allait arriver. Voilà un peu mon histoire. Donc voilà donc la dame qui a subi une négligence médicale dans une maternité de la place. Tout de suite, vos réactions, docteur Guédégbé. Oui, ma réaction, c'est une erreur par négligence. Ils ont dormi, elles ont dormi. Tous ceux qui devaient veiller et recueillir l'enfant, sectionner le cordon, tout ça, ils ont dormi. Et la dame, le bébé est resté lié avec son cordon pendant longtemps. Et tout ce qui doit s'en suivre s'en est suivi. C'est une erreur médicale qui a sa source dans... c'est une faute humaine. Je dis humaine, non pas pour dire que c'est bon. Non, je dis humaine ici simplement parce que ça peut arriver. Même à nos volants, ça nous arrive de dormir. Mais quand on a des vies, quand on a la responsabilité de vie devant nous, parce que c'est 2 vies qui ont été risquées là, on aurait pu avoir le pire. Monsieur Adrien Moussa. Je suis très navré. Ce n'est pas des choses qu'on doit permettre, mais... c'est des choses qu'on constate, qui arrivent. Souvent, ça peut avoir beaucoup d'explications. Je ne vais pas ouvrir cette parenthèse parce que... insuffisance de personnel, on joue avec les mêmes personnes, d'anciens machins. Sinon, lorsque tu sais que tu as une garde, tu dois te reposer suffisamment avant de prendre la garde. Surtout qu'elles étaient plusieurs d'après la dame. Tous ceux dont on parle là ne sont pas les responsables. Il y en a qui sont venus vraiment pour dormir. Alors, monsieur Adrien, ça peut dénoter d'un manque de conscience professionnelle, ça, non? Docteur Guédégbé joue son rôle parce qu'il est là, représentant de l'ordre. Ce qu'il vient de dire là, s'il sort de ce studio, il ne dira pas de la même manière. Ce qui s'est passé là, c'est un crime. Ce n'est même pas une affaire d'erreur, négligence, c'est un crime. Que des êtres humains, moi c'est en tant qu'ONG que je parle, hein, que des êtres humains venus pour faire la garde. Et il y a l'élément de travail de garde qu'est la femme en travail d'accouchement. Et que l'on laisse même la femme, alors qu'il y a un partogramme qu'on devrait faire pour faire sur l'évolution de l'accouchement au fur et à mesure. Et on laisse tomber pour aller parler de la racaille.
de comment on a mangé, ce qu'on a mangé, les feuilletons, pendant que la dame est là. Et vous vous endormez. Même si vous étiez... C'est pour ça que je dis, la vie militaire est la vie la plus parfaite. Il y a toujours une sentinelle. Et vous organisez chaque 30 minutes, un peu aller dormir pour faire la rotation. Vous allez vous coucher tous comme si vous étiez venu à... Je ne sais pas. Je crois que le minimum que le médecin là a fait, c'est d'avoir donné une demande d'explication. C'est vite quand même. Oui, d'avoir, parce que au lieu qu'on continue d'être dans l'impunité, ce médecin-là, je le félicite. Je le félicite parce qu'il n'est pas explicable qu'une femme en travail d'accouchement soit laissée à elle-même, elle soit obligée de pousser sur le col, et parce qu'ayant poussé sur le col, il y aurait eu tellement déchirure du col utérin, où il y aurait eu pire, comme vous l'aviez dit, et 2 personnes peuvent mourir facilement du fait de cette négligence-là, qui est coupable. Et si, par exemple, heureusement que ce n'est pas arrivé, mais si on avait eu le pire, par exemple, on aurait toujours demandé à la même maternité d'apporter l'expertise. C'est là que c'est difficile. Mais c'est ça. On a la fois jugé parti. Je vous ai dit que c'est regrettable, c'est condamnable. Mais un fait est là, c'est que ici, en Afrique, ce qui se passe, ce n'est pas toujours de la volonté des agents. Je continue de vous dire que des matrones continuent d'accoucher encore dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé. Quand notre perfection, je ne sais pas. Or, moi, lorsque je sais que j'ai la garde, je me repose suffisamment. Prenez vos dispositions. Prenez mes dispositions. Pour répondre je comme vous dis que tout doit. ce monde dedans dont vous avez affaire, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables. Il y en a qu'on appelle stagiaires qui inondent les hôpitaux. Ils ne savent rien de rien. C'est ça. Le responsable même qui est arrivé à dormir, c'est à ce niveau que le problème se pose. Il ne s'est pas reposé peut-être suffisamment. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si ça continue, il va faire trop de casse. Absolument. Oui. Alors, on va à présent voir une série d'interviews de personnes qui font partie du personnel de santé et donc qui vont donner leur avis par rapport aux erreurs médicales, également avec des syndicalistes également qui vont dire le fond du problème à leur niveau. Dans tous les pays du monde, partout où il y a une pratique médicale, il y a la problématique des erreurs médicales. C'est pour ça que il y a dans chaque pays un groupement professionnel, il y a l'ordre des médecins, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, qui dispose d'une chambre disciplinaire et qui a compétence pour juger les confrères qui, quelque part, ont manqué de faire comme il faut leur travail, ont manqué d'être professionnels. Et donc, cette juridiction existe parce que la problématique, elle est connue de tout le monde. Et chaque fois qu'il y a pratique médicale, il y a la place pour une erreur. Et c'est pour ça aussi que dans notre code de déontologie, nous avons ce qui est appelé une obligation de moyens. Ça veut dire que chaque fois qu'un médecin est dans une situation, on ne lui demande pas forcément, on n'exige pas de lui qu'il guérisse ou qu'il sauve la personne, mais qu'il puisse apporter la preuve qu'il a fait tout ce qui était possible de faire ce jour-là, dans ces conditions-là, pour ce malade-là. Et dès qu'il a fait tout ça, ben, si le malade est sauvé, c'est tant mieux pour tout le monde. Si par contre le pire arrive, on n'aura pas parlé d'erreur. Si par contre, il y a des problèmes qui sont consécutifs à un soin ou à un acte, et qu'on arrive quelque part à démontrer que le médecin ou le professionnel n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire à ce moment-là avec ce malade-là, là on parlera d'erreur. Moi je dis toujours aux acteurs qui fréquentent mon établissement de soins que si à aucun moment ils ont le sentiment de n'avoir pas reçu le soin qu'ils doivent recevoir, la qualité du service qu'ils doivent recevoir, qu'ils se plaignent. Qu'ils se plaignent, et moi j'aurai la mission de clarifier et de lui dire oui, effectivement, vous n'avez pas reçu le soin que vous devez recevoir, je vous présente mes excuses, voici ce qu'on va faire. Ou ah non, la personne a fait. Parce que quand on n'est pas professionnel, on peut peut-être penser à tort qu'il y a eu manquement, qu'il y a eu faute. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, chaque Béninois devrait apprendre à s'instruire, à s'éduquer. Et quand il va voir le médecin, et d'ailleurs je le vois déjà dans ma clientèle, des patients qui arrivent avec des symptômes, mais qui ont déjà fait sur Internet des recherches. Donc à ceux-là, vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Et dès que c'est comme ça, les médecins aussi sont obligés de mieux se comporter et mieux faire ce qu'ils ont à faire. Il y a des bêtises qui sont commises et qui, du coup, si ça compromet la vie
des patients, difficile de détacher cette faute de la mauvaise technique ou de l'obligation d'avoir les moyens et de ne pas avoir les résultats. C'est aussi difficile dans un contexte où personne ne sait qui travaille dans quel hôpital de façon objective, où parfois l'État même engage des agents dont les diplômes sont douteux ou des diplômes falsifiés. Il y en a eu cours dans le pays et à plusieurs niveaux dans plusieurs hôpitaux. Il nous a été très difficile de pouvoir dire que tel patient est décédé par telle faute professionnelle de tel autre. Les exemples sont nombreux et c'est même affreux parfois si on apprend après plusieurs années ou après plusieurs mois de pratique de quelqu'un que son diplôme n'était pas celui que ça devait être, ou que du moins que les décideurs même connaissent peut-être la réalité et qui ne couvrent de pareilles choses. C'est la population qui est souvent victime. Le monde sanitaire au Bénin est fait d'injustices notoires. C'est pourquoi les praticiens relèguent souvent au deuxième plan, je ne dirais pas au dernier plan, les préoccupations d'ordre professionnel, c'est-à-dire d'ordre matériel. Parce que la première préoccupation est celle-là. Lorsque l'agent de santé a les éléments nécessaires, a le matériel nécessaire pour travailler, il a une facilité de donner le meilleur de lui-même. Mais le plateau technique, médical, paramédical au Bénin est obsolète. Il n'y a rien. Et lorsque vous commencez par parler du matériel auprès de nos autorités, la première des choses, c'est d'aller négocier des marchés moins chers, quelque part, pour venir bénéficier des 10%, des 20%, pourquoi pas des 50%, oubliant l'utilité pratique qu'on fera de ce matériel. Je vous donne un exemple piteux, que le 31 décembre 2015, le 1er janvier et le 2 janvier 2016, la CUGO du CNHU a été fermée pendant 3 jours pour un matériel qui ne coûte pas 300 000. Vous voyez, là où on fait une intervention, au moins 30 à 40 interventions pendant ces 3 jours, où plus d'une cinquantaine de femmes viennent accoucher, comptabiliser, même s'il fallait mettre un seul acte à 50 000. Et à cause d'un matériel de 300 000, que ces unités ont été fermées, n'ont pas pu travailler. Et c'est l'hôpital le plus équipé du Bénin qui est le CNHU. Quand vous faites un tour dans les autres hôpitaux périphériques, vous allez pleurer pour le personnel. On se démerde, on fait vaille que vaille. Vous voyez, il y a un moment où un bloc opératoire a été brûlé à Lomel, il y a plus de 8 mois. Personne n'a d'ailleurs réparé ce bloc opératoire. C'est pour ça aujourd'hui, les hôpitaux, le CNHU est afflux des cas de gynéco-obstétrique, par exemple. Voyez-vous, si ce n'est pas à cause des injustices, la première revendication de tout syndicaliste, c'est le matériel. Lorsque vous avez le matériel, vous vivez mieux même pour vos patients parce que votre cœur ne se bat plus davantage pour vous maintenir en santé. C'est avec souffrance, c'est avec un cœur serré que nous sommes obligés de donner vaille que vaille et ce que nous avons appris dans des conditions macabres. Je dis bien dans des conditions macabres. Aujourd'hui, la première revendication, en tout cas moi de mon syndicat, c'est de mettre les agents réellement au travail dans une condition d'exercice aisée. Les revendications d'ordre matériel pour nous-mêmes viennent après. J'ai dit matériel, je parle des finances, viennent pour nous après. Mais dans ces conditions où on politise la structure, où le moins gradé que vous, où celui qui est là et qui n'a même pas un diplôme comme vous, gagne des primes mirobolantes à côté de vous, vous êtes fâché, vous êtes énervé. Donc je voudrais vous dire, les anesthésistes, pour le domaine particulier, pour mon syndicat, nous cotisons entre nous-mêmes pour nous enseigner nous-mêmes de façon annuelle. C'est affreux. C'est l'État qui devrait, de temps en temps, réunir les acteurs des secteurs pointus ou tout le monde en général pour pouvoir recycler. Les médicaments que les Blancs ont utilisés depuis plus de 10 ans et que c'est maintenant au Bénin que c'est devenu en vogue. Les médicaments qui n'existent même plus sur le marché quelque part. Et que c'est maintenant que le Béninois cherche en vain et n'en trouve pas. Nous vivons le martyre du point de vue plateau technique. Et les patients payent forcément le coût. Et jusque-là, les erreurs médicales sont mises sous le coup du secret professionnel, ce qui ne devait pas être le cas. On ne vient pas dans ce domaine-là rien que pour s'enrichir. On vient ici parce qu'on a la vocation. Et de nos jours, parce que certaines de nos écoles sont devenues payantes, on sent que c'est les riches qui envoient leurs enfants et ça peut amplifier la fréquence des erreurs médicales. Parce que celle qui n'a pas la tête d'être sage-femme, quand vous l'obligez à l'être, elle ne peut pas s'occuper d'une parturiente comme si c'est elle-même qui a choisi le métier. Donc ça, c'est une adresse à tout le peuple. Votre enfant, parce que vous avez les moyens, si vous l'obligez à être infirmière, sage-femme ou médecin, si ce n'est pas son choix, elle a fait, elle va faire beaucoup d'erreurs médicales
et c'est la vie des autres qui est en jeu. Et en tant que syndicaliste, on a toujours dit aux collègues, quand vous êtes devant un patient, prenez tout votre temps, oubliez la maison, oubliez les soucis, oubliez aussi la joie que vous avez eue la veille ou le week-end. Nous, on n'a jamais porté flanc à une erreur médicale. Et c'est pourquoi on dit toujours aux collègues, soyez attentifs. Quand quelqu'un est malade, je lui dis, reste à la maison, ne viens pas. Ne viens pas faire le malade pour tuer d'autres. Mais quand tu as un problème avec ta femme et c'est sérieux, viens nous signaler ça. Nous, on va intervenir auprès de la direction et tu es absent pendant un jour ou 2 jours. Nous sommes des hommes. Quand on n'a pas la tête, on ne vient pas à l'hôpital. C'est la conclusion. Et voilà donc les quelques professionnels de la santé que nous avons pu rencontrer. Réaction, Dr Gedegbe? Bien, nous avons entendu beaucoup de choses. Les faux diplômes, les plateaux techniques inexistants, les blocs brûlés, et les matériels de 300 000 qui entraînent des jours 3 jours de fermeture. 3 jours de fermeture et plein de choses. Manque de vocation. Je ne sais pas quel est l'aspect qui vous intéresse. Sinon, pour moi, je vais commencer par le bloc opératoire qui est brûlé depuis 8 mois. C'est très important. À Depuis Lomé. 8 mois. Nous sommes où là? Une maison où il y a de grands professeurs, de grands praticiens hospitaliers, des administrateurs chevronnés. Et c'est le seul bloc qui existe. Qu'est-ce que l'Ordre des médecins a eu à faire depuis 8 mois? Eh bien, l'Ordre des médecins, lorsque j'ai été saisi de l'affaire, je suis allé au ministère de la Santé. Je me suis renseigné. Et c'est là que j'ai découvert que mon pays, quand ça s'est passé, le personnel de l'hôpital, à savoir la directrice et autres, ils ont eu recours aux bailleurs de fonds avec des devis mirobolants. Les bailleurs de fonds ne réagissaient pas et le gouvernement a pris ses responsabilités et a demandé au ministère de la Santé donc, de réparer. Donc on a donné consigne au ministère de la Santé, des Finances de réagir, de débloquer les fonds. Voilà là où j'en suis avec mes enquêtes. Et est-ce que cela a évolué depuis? Parce que ça fait 2 semaines qu'on m'a dit que l'affaire est au ministère des Finances, qu'on leur a déjà dit de débloquer les fonds pour le faire. Ils n'ont pas encore fait. Oui, c'est-à-dire ce que vous permettez. Oui. Hein, c'est dommage. Là où on devrait mettre de l'argent, on ne met pas de l'argent. Mais ils ont oublié que depuis l'enfance, on nous a appris que la santé avant tout, que tout n'est rien sans la santé. Bon, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, que les gens ont eu à le dire, moi j'estime que la santé est banalisée. Et si la santé est banalisée, ça va aussi de notre faute, nous, agents de santé. On ne se fait pas prendre au sérieux. Qu'est-ce qu'il fallait faire selon vous? Le jour où et médecins, et infirmiers, et sages-femmes, et techniciens, et tout agent de santé se mettra ensemble pour dire voici un minimum dont on a besoin pour continuer de travailler, je crois qu'on sera respecté. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas bien. Et quand je dis que ce n'est pas bien, la mission première et essentielle du ministère de la Santé, c'est d'assurer des soins et des services de qualité à des prix abordables à toute la population. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les documents fondamentaux. Assurer les soins et les services de santé à des coûts accessibles à toute la population. Mais maintenant, si vous faites dans tout cela, qu'est-ce que les gens font? Les soins ne sont pas accessibles à tout le monde parce que d'abord, il y a le coût. Le RAMU est là et ça traîne à naître. Les services même ne sont pas accessibles à tous. Vous êtes malade aujourd'hui, vous allez à l'hôpital. Si vous ne payez pas les frais de toilette, vous ne pouvez pas aller à la toilette. Si vous ne payez pas la seringue, vous ne pouvez pas vous administrer les soins. Mais dans ce cas-là, dans ces 2 exemples qui ont été cités, par exemple, la Cugo qui a été fermée 3 jours, avec le bloc opératoire de Lomel qui a brûlé et qui n'est pas fonctionnel depuis plus de 8 mois, on n'a pas vu les médecins monter au créneau pour réclamer. C'est ça aussi. Puisqu'on sait que la procédure est longue et lente, on n'a pas vu les médecins réclamer. Pourquoi est-ce que les syndicats, pourquoi est-ce que les agents de santé ne vont pas en grève pour ces genres de situations-là? Alors, merci d'avoir posé la question. Il y a le rôle des syndicats et le rôle des ordres. Nous sommes, en tant qu'ordre, je suis là pour
exhorter et population et praticiens à aller dans le bon sens. Je n'ai pas une mesure coercitive pour amener ou descendre dans les rues. Ce n'est pas ma mission. C'est les syndicats qui peuvent descendre dans les rues. Et je vous ai dit tout à l'heure, habilement, qu'il y a des grands médecins, des grands professeurs. C'est à ce niveau que les jeux doivent se jouer. Nous sommes dans un pays d'impunité. Si on n'est pas dans un pays d'impunité, c'est par les agents de santé eux-mêmes que la guerre devrait commencer. C'est ça. Un pays où on ne démissionne pas. On est là pour que l'argent tombe. Mais c'est dommage. Il faut que les sanctions suivent. Et surtout, Omel est en coopération avec les Japonais. C'est une honte nationale. Il faut que les sanctions tombent. Qui doit sanctionner? Elle constitue les responsabilités. Qui doit situer les responsabilités? Qui doit sanctionner? C'est l'État. C'est l'État qui est responsable de tout ça. Oui. Parce que c'est un hôpital public. Si ça appartenait à un privé, c'est celui qui a ouvert sa maison qui devait donc en premier lieu intervenir. Mais je vous dis que tout porte à croire que nous sommes mal gouvernés et que ce n'est pas pour demain la veille. Je vous ai cité tout à l'heure un exemple. J'essaye de lancer la chirurgie dans un hôpital de Brousse, loin d'ici, où au service des urgences, il y a 4 infirmiers. Parmi les 4 qui doivent alterner, c'est 24 heures de garde, 72 heures de repos. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu qu'il y a un pléthore, un mauvais usage de personnel. Parce que dans un hôpital, vous ne recevez même pas un, ou au maximum un malade par jour. Vous êtes 4 à vous reposer seulement. Moi, j'ai dit, faites un maximum de 48 heures de repos. Tout le personnel dit, ah non, c'est 72 heures. Or, vous êtes syndicaliste. La masse horaire avec la masse de travail, c'est les deux qui vont de pair. Vous ne faites rien, vous voulez vous reposer 72 heures. Pendant vos 24 heures, vous travaillez à peine sur 3 malades, 4 malades. Même pas. Il y a des jours où il n'y a pas de malades. Je vous dis que c'est nous-mêmes, nos mentalités qui portent vers cette histoire-là. Un problème de mentalité. Absolument. C'est une question de mentalité. Alors, Monsieur Adrien Roussa, voilà la situation. Finalement, le droit des malades. Les malades sont en position de faiblesse, apparemment. Les malades sont en position de faiblesse et celui qui défend les malades est stigmatisé. Mal vu. Mal vu. Mais cette lettre-là a parlé d'une dizaine de malades qui sont dans Cotonou ici, dans des cliniques où les soins étaient mal faits. C'est adressé au ministre, mais il n'y a même pas eu une réponse. On n'a même pas accusé réception. Pour qu'on puisse sentir l'effet, moi je mets mes moyens pour aller faire les enquêtes. C'est ça. Ce qui s'est passé dans tel ou tel, il y a près de 20 cliniques. Bon, vous allez faire quoi? Lorsque le nouvel ordre des médecins est venu, nous avons fait le pas pour aller vers eux, pour voir comment on peut faire. Ils ont accueilli mon ONG, on a réfléchi ensemble, ils sont en réflexion, mais ça ne va pas. La santé est négligée et ce sont ceux qui ont la charge. On a échangé autour des malades. Oui, autour des malades. Vous m'avez envoyé un monsieur qui est venu. Merci. Alors aujourd'hui, puisque la pierre est en majorité lancée dans le camp de l'État, aujourd'hui nous sommes avec un nouveau gouvernement, une nouvelle équipe donc à la tête de l'État béninois. Quelles sont les urgences, parlant bien sûr de ces problèmes sanitaires-là dans le monde médical? Quelles sont les urgences que le nouveau pouvoir devrait viser? Oui, avant même de parler des urgences, permettez-moi de vous dire, ces bouquins-là que vous voyez là, c'est les grandes résolutions sur les états généraux du secteur santé. C'est depuis 2007 que nous avons fait les états généraux du système sanitaire. Ça a coûté des frais pour l'organisation. Mais rien, nous étions plus de 600 des gens venus de l'extérieur et de l'intérieur à réfléchir et à concevoir ces documents. C'est à la garniture. Alors que le monde entier, l'OMS, tous les partenaires techniques, les Béninois, toutes catégories confondues, on a réfléchi. Sociologues, politologues, tous. Mais nous n'aimons pas exploiter nos lingots d'or pour nous affranchir de notre pauvreté. Maintenant que nous sommes en train de dire le grand départ là, un nouveau départ là, le nouveau départ doit commencer par le ministère de la Santé. Il faut que l'actuel ministre de la Santé se saisisse de ces documents qui existent et qui sont dans les armoires et qui demandent aux gens, lisez-moi au moins ce que ça contient pour savoir même ce qu'il faut faire pour que le système puisse vivre.
Deuxièmement, moi je pense, et c'est mon avis, il faut savoir que les malades, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Ceux qui sont aux commandes aujourd'hui, ils ont toujours quelqu'un de leur quelque part dans la bouche d'où ils viennent. Tout le monde n'est pas là pour nous, qui subissent. Absolument. Donc ce que nous disons, c'est ça que j'ai dit un jour à un ministre, mais qui m'a bien écouté. J'ai dit, détachez l'IRMES de la faculté des sciences de la santé et mettez-les directement au rectorat pour que nous soyons une entité dès lors que les gens ont le bac pour aller dedans. Et formons-les de manière à ce qu'ils puissent avoir l'espoir de grandir LMD. Mais dès que c'est mis en place, c'est fini. Ce ministre-là, il est vraiment gentil et correct. Mais lorsqu'on continue, vous rentrez dedans 30 ans, vous restez 30 ans, vous êtes au même niveau. Même si vous étiez soldat de deuxième classe que vous rentrez dedans, vous allez devenir au moins caporal avant d'aller à la retraite, non? Mais au moins tout cela, c'est déjà réglé aujourd'hui. Mais on a fait un document sur les guides de pratique en milieu de santé. Le temps de lancement seulement s'est terminé. Ce livre-là devrait servir de breviaire pour permettre aux gens de se refaire conscience professionnelle. Vous demandez à ce qu'on ressorte tous ces travaux qui ont été faits et qu'on les mette en pratique. Très important. Docteur Guédégbé. Concernant des travaux, ce n'est pas ce qui manque dans ton pays. Merci. On en fait des forums, des forats, des ateliers, tout ce que vous voulez. Il y a 8 mois, nous avons fait un atelier sur les dysfonctionnements du CNHU. Je suis, en tant que président de l'ordre, chargé de suivi de l'application des résolutions qui sont sorties de cet atelier. J'ai abordé en catimini, doucement, des autorités de cette maison. Je n'ai eu aucune réponse satisfaisante. Ce n'est que maintenant, la semaine dernière, ou bien même cette semaine, que le professeur Olori Tagwe vient de remettre sur la sellette ce document. Sinon, ça fait 8 mois, personne n'en a parlé. Lui vient d'être nommé naturellement. Et comme il était membre de la commission. Donc, 8 mois. C'est à croire que nous n'avons même pas conscience de ce que nous faisons. Vous jetez de l'argent pour quelque chose que vous ne voulez pas appliquer. Mais je vous dis qu'il faut des sanctions. Vous avez des directeurs là, les choses ne vont pas. Vous changez. Alors, mais si on est là, toujours complaisant, toujours à s'auto-flageller, mais rien n'ira. C'est ça. Alors voilà, nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui. Donc, en résumé, vous demandez à ce que les travaux qui ont été, un dernier mot très rapidement. Un dernier mot très rapidement. Vous voyez, les gens vont s'asseoir dans les bureaux climatisés pour faire atelier. Pour le paludisme, hein, pour le paludisme. Mais tout le monde sait la cause du palu. Il faut traiter les marécages. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. L'argent qu'on prend pour aller faire séminaire là, on peut utiliser des insecticides contre les moustiques là pour éviter le problème de palu. Absolument. Devant le ministère de la Santé, il y a un fossé là, il y a un genre de masse stagnante là, où les larves de moustiques se multiplient et dorment. Il laisse ça là pour aller faire réunion à Lokosa ou bien réunion à Parakou, réunion à tout ça. Les marécages qui passent devant Golfe et ceux qui passent devant le marché d'Antopa là, il y a des gîtes là qui sont là. Au lieu de les traiter, il y a des services d'assainissement et d'hygiène. Mais on ne fait pas ça. Ce qui est pratique, on ne le fait pas. Voilà. On va s'occuper de ce qui n'est pas essentiel pour le système. Je crois que les autorités sanitaires nous suivent. Ils sont donc à l'écoute. Et je crois que les doléances et les propositions qui ont été faites sur cette émission ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds et que cela servira à coup sûr à améliorer le système sanitaire, à améliorer le traitement du personnel de la santé et à améliorer forcément les résultats qu'attendent nos populations, nos patients de nos centres de santé. Je vais vous remercier, Monsieur Adrien Onsa. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Gazvi. Vous luttez beaucoup pour qu'il y ait la qualité des soins administrés donc aux populations. Docteur Séraphin Guédégbé, vous êtes président de l'Ordre national des médecins. Merci à tous les deux d'avoir accepté de répondre à cette invitation. C'est nous qui vous remercions, madame. Merci.